corriger parce qu'on avait appliqué ici. Donc, vous avez vu que lorsque nous voulons calculer la limite d'un polynôme, il suffit donc de connaître la limite du monôme qui a le plus haut degré. C'est ça? Bien. Voilà, donc il faut le monôme qui a le plus haut degré. Et la limite du monôme le plus haut degré correspond effectivement à la limite du polynôme en question. Donc, du coup, je vais prendre que soit le polynôme P, soit le polynôme P, soit le polynôme P défini par oui. Même une définition. Définition par. Ah, ok. Merci. La vigilance. Défini par. Donc c'est énorme. Ouais, c'est un polynôme. Définition là. Défini par, tout simplement. Donc, quelle est la forme générale du polynôme? C'est A, L, x, L, x à la puissance n, plus A, L moins 1, x à la puissance moins 1, plus mon point, plus A1, A1x, plus A avec AN, XN, différent de 0. Donc, avec AX à la puissance N, différent de 0, et N entier naturel. Bien. Alors la limite de P de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à la limite du monôme le plus haut degré. Donc lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est la même chose lorsque on demande la limite de P de x, lorsque x tend vers moins l'infini, donc on va appliquer le même système. Ça correspond donc à la limite du monôme le plus haut degré, donc AN, x à la puissance n, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, littéralement, on va traduire ça. Donc, on va dire simplement qu'une fonction polynôme se comporte à l'infini comme son monôme le plus haut degré. C'est ça? C'est tout. Donc, je pense qu'on avait appliqué ça. C'est ça, lorsque on vous dit de trouver la limite de 2x au plus moins 2 tiers de x à la puissance 3, donc la puissance 2 maintenant, plus x moins 7, lorsque x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la limite de 2x, ok, cube moins 2 tiers de x au carré plus x moins 7 égale à la limite. Quel est le monôme qui a le plus grand degré? 2x au cube, c'est lui. Donc, pas de souci. Alors, ça fait 2x au cube. Donc, x tend vers plus évident. Donc, ça va plus évident. Donc, du coup, ça va plus évident. Donc, on va écrire la forme littérale. Donc, vous allez écrire là-dessus que la fonction
fonction rationnelle. Donc, lorsque nous avons affaire à des fonctions rationnelles, je vais mettre ça au pluriel. Donc, si nous avons affaire à des fonctions rationnelles et qu'il se trouve que le numérateur, la fonction rationnelle c'est quoi? C'est la fonction qui peut s'écrire sous forme de, qui s'écrit sous forme de fraction, non? Donc, on a un numérateur et un dénominateur. Et lorsque dans cette situation, nous avons le numérateur, parce que le numérateur peut être un polynôme et le dénominateur aussi c'est ça. Donc, lorsque nous sommes dans la situation où le numérateur est un polynôme et que le dénominateur aussi est un polynôme, alors on va appliquer la même règle, c'est-à-dire qu'au numérateur, on va prendre le monome qui a le plus haut degré et au dénominateur aussi, on prend le monome le plus haut degré. Et maintenant, on va être face aux deux. On va maintenant, donc, soit P égale deux fonctions rationnelles. C'est ça. Ensuite, deux polynômes là. Alors, soit P égale deux polynômes définis par deux points à ligne peuvent être tirés, définis respectivement par. Donc, on a A, X à la puissance N. Donc, AN, voilà, AN plus AN moins 1, X à la puissance N moins 1, plus la première suspension, plus A indice 1, X puissance 1, plus A indice 0, toujours avec AN XN, différent de 0. Et N, un nombre entier naturel. Et puis X défini par B de N, X à la puissance N, plus B de N moins 1, X à la puissance N moins 1, plus trois points de suspension, plus B1, X, plus B0. Donc, on a aussi B1, XN, différent de 0. Et N, toujours un nombre entier naturel. Donc, limite de P de X sur Q de X, lorsque X tend vers plus infini, égale à la limite de ANXN sur BNXN. Non, la limite tout. Égale à la limite de AN XN et NSN, c'est la puissance N, parce que X tend vers plus infini. Et c'est la même chose lorsque ça tend vers moins l'infini aussi. C'est X, puis X, lorsque X tend vers moins l'infini, alors je prends la limite de AN XN et NXN, lorsque X tend vers moins l'infini. Dans cette situation, on va calculer par un petit exemple. Donc, lorsqu'on dit on dit f de x simplement égal à tout ce cube plus x à la puissance 2 moins 5x moins 1 sur 7x à la puissance 5 moins 7x à la puissance 5 plus 3x à la puissance 2 moins 4. Moins 4 par exemple. Donc on va définir ici la limite f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'on a? Alors, voici mon numérateur qui est un polynôme, voici mon dénominateur aussi qui est un polynôme. Alors, je ne souffre pas, je connais ma règle. Donc, vous pouvez dire que lorsque mon numérateur est un polynôme et que mon dénominateur aussi est un polynôme, alors, qu'est-ce que je peux faire? Je regarde
Ici, c'est quoi? J'ai pris ici AN et A indice N x à puissance N. Ça correspond à quoi? Ça correspond au monome qui a le plus haut degré, non? C'est ça? Et là aussi, B, N, X, N. C'est le monome qui a le plus haut degré. Ok? Donc ici, je regarde mon numérateur. Parmi les 4 termes que j'ai ici, donc parmi les 4 monômes que j'ai là, lequel a un degré supérieur aux autres? Donc ici, le degré de 3x au cube, ça fait 3. Le degré de x au carré, ça fait 2. Le degré de moins 5x, ça fait combien? Ça fait 1. Et le degré de moins 1, ça fait 0. Donc on fait la même chose ici. Et on va trouver qu'au numérateur, le degré le plus élevé là-bas, c'est quoi? Donc ça fait la limite de 1 de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, ça correspond à la limite de, excusez-moi, donc ça fait la limite de, le numérateur c'est 3x au cube, qui est le plus haut niveau, qui a le plus haut niveau, le plus haut degré, moins 7x à la puissance 5 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, si j'ai la limite de cette quantité là, alors cela correspond aussi à la limite de toute la fonction f de x. Donc, maintenant, je vais simplifier les x. Donc, ici, il y a x puissance 3. Donc, on dit que tout ça va partir. Et ici, ça fait x puissance 5. On va déduire, non? Il va rester x carré. Donc, ça correspond à la limite de. Au numérateur, on a 3. Et au numérateur, on a moins 7. Moins 7x au carré. Donc, comme le moins est bon au numérateur, comme on avait dit, c'est ça. Donc, il va venir au numérateur. Maintenant, on se retrouve face à une situation de limite usuelle, non? Oui. Voilà, puisqu'on peut écrire quoi? On peut écrire que ça fait 3 sur 7, moins 3 sur 7 multiplié par 1. On va toujours un peu décomposer. Ça fait au moins 3 sur 7 multiplié par 1 sur x au carré, non? Et puis, ça c'est un réel. Donc du coup ici, on trouve une forme usuelle, non? 1 sur x au carré, ça fait 0. Donc 0 fois tout le monde égale à 0. Donc la limite de 1 de x égale à 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ça. Vous pouvez la répéter. Donc ici on va dire que soit f rangé, donc c'est comme ça qu'on a la fonction composée. Donc deux fonctions composées, comme ça. Donc f rangé, comme ça non? Voilà, donc on va écrire comme ça. Donc on a dit propriété. Première propriété, parce que là on a deux propriétés qui vont nous permettre donc de calculer donc on a dit les limites des fonctions composées. Première propriété. Donc, soit f rangé, la composée, soit f rangé, la composée de deux fonctions, soit f rangé, la composée de deux fonctions, et a, petit a, et petit a, un élément ou une borne, et a un élément ou une borne d'un intervalle sur lequel, et a un élément ou une borne, et a un élément ou une borne, donc a c'est un élément ou une borne, un élément ou une borne, d'un intervalle sur lequel f rangé est défini. D'un intervalle sur lequel f rangé est défini. Un intervalle sur lequel f rangé est défini. Donc, comme vous savez, toute fonction est définie sur un ensemble de définitions données. Ok? Donc, étant donné que l'information est définie sur l'ensemble de données, de définitions, donc forcément, lorsqu'on veut calculer la limite là, il faut qu'on s'assure que la limite du point auquel on calcule la fonction
soit un élément qui est dans l'intervalle. Donc vous avez vu que la limite qu'on a calculée précédemment là, vous avez vu qu'on n'a pas pu calculer la limite en 0 parce qu'ils ont demandé de calculer la limite en 0, alors que 0 ne faisait pas partie du domaine de validité. Donc voyez-vous. Donc ce qui fait que on donne donc ces barrières-là pour qu'on sache que le A c'est un réel et c'est un réel qui appartient au domaine de définition, ou bien le A c'est un élément qui peut être une des bornes, parce que le domaine de définition c'est quoi? C'est soit comme ça, ou bien ça peut être des barres par des valeurs, non? Ça peut être A et B par exemple. Donc vous voyez, donc A est un élément de la forme de définition, ou bien A est une des bornes. Voilà, donc la forme de définition ça peut être comme ça, A et B. Donc si vous voulez, donc on peut ouvrir et fermer l'autre. Donc on pose la barrière, dit que la fonction f'(g) là, la composée des deux fonctions appartient à un ensemble de définition et que maintenant le A aussi est un élément, puisqu'on veut calculer la limite en A. Voilà pourquoi on s'assure que le A là est un élément qui fait partie du domaine de définition. Donc ici, lorsqu'on a cette situation, si la limite, donc on va dire que si la limite de g de x, lorsque x tend vers A égale à B, ok, et que la limite de f de x, lorsque x tend vers B égale à L, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura que la limite de f'(g) là va être égale à L lorsque x tend vers A. Donc voici, avec ici on va préciser A, B et L, c'est tous les éléments de R. Donc on va le voir dans la pratique. Donc ici c'est quoi? Donc la fonction f et la fonction g sont deux fonctions qui forment une seule fonction. Du coup, si vous avez la limite de la fonction g en A, qui donc donne un réel, maintenant, on va calculer la limite de la fonction f là avec le résultat qu'on a trouvé à B. C'est ça la composée. Bon, voici un peu la stratégie qu'il faut utiliser pour calculer dans la limite des fonctions. Et c'est ça que vous utilisez souvent lorsque vous faites ce qu'on appelle les changements de variables. Voilà, on va voir tout à l'heure. On va faire des exemples et vous allez concrétiser ça. Donc, lorsque la limite de g tend vers EVA, de g égale à B lorsque x tend vers A, alors on va calculer maintenant la limite de l'autre composé, là, de l'autre fonction là, en B. Donc, vous voyez, en B. On calcule la limite de f en B et on trouve L. Donc, si on trouve L, alors ça veut dire que c'est bon. Ok? Donc, ça vous dit que, comment on appelle ça? Comment on va dire ça? Donc voilà, c'est comme si vous achetez de la viande avec la mayonnaise. Donc si vous mangez la viande, cette viande avec la mayonnaise, ça veut dire que vous avez mangé la viande avec la mayonnaise. Donc voici la mayonnaise ici, qui se trouve dans la viande. Donc si vous mangez la viande là, donc ça veut dire que forcément, voici, vous avez mangé la mayonnaise. Donc voici un peu, on va caricaturer ça tout à l'heure. Je pense que... Donc, par exemple, ici, si on veut essayer de caricaturer, on va prendre un exemple avec une fonction très simple. On va dire de quoi? De calculer, par exemple, la limite de cosinus de 1 sur x lorsque x tend vers plus infini. Donc, ici, on va passer à la composée de deux fonctions, puisque visiblement, si vous vous rappelez bien hier, je vous ai dit qu'on parle de la limite d'une fonction cosinus lorsque x tend vers l'infini. Maintenant, ici, ce n'est pas la limite de cosinus de x qu'on veut en plus infini, mais c'est la limite du cosinus de 1 sur x. Donc, ça veut dire que la fonction de cosinus là est composée ici. Donc, du coup, je peux dire que la première fonction, c'est 1 sur x, et la deuxième fonction, c'est cosinus de x si je fais un changement de variable. Donc,
ici, moi, je vais calculer la limite, par exemple, de 1 sur x, lorsque x tend vers plus de 1000, ça donne quoi? Forme usuelle. 0. Donc, vous voyez? Et donc, je calcule la limite de processus de x lorsque x tend vers 0. Donc, vous voyez, j'ai le x quand x tend vers a égale à b. Et maintenant, je fais la limite de f de x lorsque x tend vers b. Donc, b, vous voyez que x tend vers b ici aussi. Donc, 0. Donc, la limite de celui-ci aussi va tendre vers 0. Et donc, vous voyez, limite de processus de 0, ça donne combien? Processus de 0, ça fait 1. Donc, à la fin, on pourrait dire que la limite de cosinus de 1 sur x là, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à 0. Donc, voici comment la fonction est composée. Donc, fonction composée, voici la première fonction. C'est égal à 1. Ah, ok. Égal à 1, ok. C'est pour voir si vous suivez. Donc vous suivez, c'est bien. Alors, donc, la fonction g, je l'ai baptisée, je l'ai pris, je dis que ça fait 1 sur x et je calcule sa limite. Donc, la limite me donne 1 réel qui est 0. Et donc, je calcule la limite maintenant de la fonction f là, lorsque x tend vers ce réel là. Et vous voyez que je trouve celui-ci. Donc, c'est à partir de la conclusion. D'accord, donc, composer. Donc, voici, on a fait un exemple. Ok, quelqu'un d'autre pourrait passer par une autre méthode. Et en ce moment, allons-nous faire la méthode qu'on va appeler le changement de variable. Donc, dans le changement de variable, je vais poser. Donc, je suppose que. Voilà. Donc, autre méthode que je vais appeler changement de variable. Donc, posons. En ce moment, je pose que grand x égale à 1 sur petit x. Donc, si grand x est égal à 1 sur petit x, ok, grand x est égal à 1 sur petit x, c'est ça? Et lorsque petit x va tendre vers plus l'infini, grand x va tendre vers quoi? Lorsque petit x va tendre vers plus l'infini là, ok, grand x va tendre vers quoi? 0. Grand x va tendre vers 0. Donc, grand x tend vers 0. Ok? Et si grand x tend vers 0, puisque on a, donc en ce moment, si grand x tend vers 0, alors on aura cosinus de grand x, non? Ou bien, donc, si grand x tend vers 0, quand petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers 0. Et si grand x tend vers 0, cosinus de grand x va donner quoi? Vous voyez? Si grand x tend vers 0, c'est pas ce qu'on va trouver. Lorsque grand x tend vers 0, cosinus de grand x va donner quoi? Ça va donner 1. Donc là, on appelle le changement de variable. Et l'un dans l'autre, on va les donner donc à la même solution. Donc, un réel. Voici qu'on différence ici. Limite petit L1. Donc, soit L, un réel, ok, petit a, un réel ou non, donc il peut être l'infini, et f, une fonction numérique. Et f une fonction numérique. Numéro 1. Donc on va prendre la propriété et puis on va en discuter. Limite de m de x, lorsque x tend vers a, si limite de m de x lorsque x tend vers a égale à n, alors la limite de la valeur absolue de m de x lorsque x tend vers a, ça tend vers combien selon vous?
lorsque la limite de ma fonction f de x tend vers L, bon, pardon, égale à L lorsque x tend vers A. Alors, lorsqu'on va mettre cette fonction sous la forme de valeur absolue, parce qu'ici nous sommes dans le cas de composés de fonctions. Donc, à chaque probabilité qu'on va voir les évolutions, on constate que pour chaque fonction que j'ai là, je peux la décomposer en deux autres fonctions. Donc, ça veut dire que, premièrement, la fonction là c'est f de x. Et sa limite, ça me donne L là. Ok? Donc, si la limite de la fonction me donne L, et que je mets cette fonction là en valeur absolue, sa limite va donner quoi? Ça va donner valeur absolue de L, tout ça ne va pas changer. Maintenant, les seuls éléments qui changent la valeur absolue. Donc, éventuellement, si la limite est développée par la valeur absolue, alors le résultat de la limite aussi va donner L. Maintenant, ce qui va changer, imaginez par exemple que la limite de f de x est égale à moins 3. Donc, vous voyez, la limite de f de x est bon. Maintenant, si la limite de f de x est égale à moins 3, donc ça veut dire que la limite de la valeur absolue de f de x est égale à la valeur absolue de moins 3 qui sera égale à 3 maintenant cette fois-ci. Donc, voici un peu l'idée. Ensuite, si la limite de f de x égale à l'infini, lorsque x tend vers A, alors la limite de la valeur absolue va donner quoi? Lorsque x tend vers, ça va donner quoi? Plus simple, c'est moins l'infini. Donc, on va comprendre ici que la valeur absolue là, en sorte de la valeur absolue soit positive, c'est ça? La valeur absolue là, est positive. Donc ici, on a plus l'infini. Donc, valeur absolue de moins 5, ça va donner 5. Valeur absolue de moins 3, ça va donner 3. Donc, quel que soit le nombre négatif, s'il est dans la valeur absolue, alors il sort positif. Donc, ici, on a. Et si la limite de f de x maintenant est égale à plus l'infini, lorsque x tend vers A, alors, quelle sera la limite donc de la valeur absolue de f de x? Lorsque x tend vers A, non? Plus l'infini, forcément. Donc, plus l'infini, très bien. Ensuite, je change de camp. Si la limite de f de x est égale à L, lorsque x tend vers A, alors la limite de racine de f de x, lorsque x tend vers A, va donner quoi? Ça va donner racine de L. C'est ça, non? C'est L qu'on trouve ici. Donc, on va racine de L. Ensuite, si la limite de f de x égale à L, lorsque x tend vers A, alors, donc il va plus s'appeler, pardon, j'ai là fait la situation de A, donc on va être dans la situation où la limite donne n infini. Donc c'est là, plus infini, alors, la limite des valeurs absolues de f de x, lorsque x tend vers A, donne donc, la limite de A a donné, la limite de f de x, lorsque x tend vers A a donné plus l'infini. Donc, forcément, la limite, ça va donner plus l'infini. Donc, on va prendre quelques exemples illustratifs. Donc, ici, il va s'agir pour nous de déterminer les limites de deux fonctions. Donc, on va dire calculer limite en petit a, limite de racine de x au carré moins 2x plus 3 lorsque x tend vers moins l'infini en petit b, la limite de
Voilà, absolu de 1 plus 2x. Ok, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, voici un peu. Donc, vous verrez que nous sommes toujours dans Dieu appelle à les fonctions proposées. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez par exemple, la première situation, j'ai une racine carrée. Ok, ici, dans radical, j'ai une fonction polynôme qui est là-bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer la limite de quoi? Du polynôme. Ok, si je trouve la limite du polynôme, alors il suffit donc de déposer en propriété qui me dit que la racine carrée de la fonction. Donc, ici, regardez, on a limite. Non, je vais dire. La première situation, c'est A, non? Donc, continuons, donc j'ai A. Donc, je considère la limite de quoi? X au carré, moins 2x, plus 3, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, c'est une fonction polynôme. Donc, dans le cours, on dit précisément que cette limite-là correspond à la limite du monôme de plus haut degré. Donc, qui correspond à la limite de x au carré lorsque x tend vers moins l'infini qui est égal à plus l'infini. Donc, ça veut dire que la limite de la radicale, qui est le polynôme, me donne plus l'infini. Alors que, à la base, c'est une fonction racine carrée. C'est pas ça? Alors que j'ai dit quoi? Lorsque j'ai la limite de f, alors la limite de lorsque j'ai la limite de f qui est égale à n, alors la limite de f de x, lorsque x tend vers a, la racine là, ça va donner combien? Ça va donner la racine de n. Maintenant, ici nous sommes dans quelle situation? Donc, ici, deux situations sont à moi. Donc, dans la propriété. Lorsque on a un réel et lorsque on a l'infini. Donc, vous voyez que sous la radicale, j'ai trouvé une valeur infinie. Donc, la racine de f de x, ça va donner combien maintenant? Donc, je dis la limite de racine de x carré moins 2x plus 3 lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus infini. Donc, parce que j'ai joué avec la propriété ici. Donc, lorsque le f tend vers plus infini, alors la racine de f tend aussi vers plus infini. Donc, voilà un peu. Donc, dans cette situation, on peut aussi faire, quelqu'un pourrait décider encore de faire le changement de variable. Ok? Donc, tu fais le changement de variable, tu vas poser que ton grand x est égal à celui qui est à l'intérieur de la parenthèse. Ok? Donc, lorsque grand x est égal à tout ça, petit x va tendre vers combien? Et petit x va tendre. Non. Lorsque ton grand x est égal à tout ça là, et que petit x tend vers moins l'infini, alors grand x va tendre vers combien? Tu vas te dire que c'est plus infini. Et tu vas dire que voilà la racine de grand x. C'est ça? Donc, on va poser ça. Déposer. Donc, voici. On va dire grand x, on va poser que grand x égale à x au carré moins 2x plus 3. Ok. Donc, limite. Donc, quand petit x, voilà. Quand petit x tend vers quoi? Vers moins l'infini. Quand x tend vers quoi? Quand x tend vers plus l'infini. Donc, limite de grand x, lorsque grand x tend vers quoi? Vers plus infini. Ça va donner plus infini. Donc, ici, on a utilisé deux propriétés en même temps. Donc, la première propriété qu'on avait utilisée lorsque on a fait le changement de repère avec le processus là. Et aussi, on pouvait également utiliser cette formule là. On permet de calculer ça. Donc, deuxième situation, lorsque vous avez V, donc V, on a ici limite de la valeur absolue de 1 plus 1, 2x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va retirer l'élément qui est à l'intérieur de la valeur absolue. C'est-à-dire qu'on va la limite de 1 plus 2x lorsque x tend vers moins l'infini. Ça donne quoi? Ça donne moins l'infini. Alors que
que si f de x tend vers, voilà, tend vers l'infini, lorsque x tend vers a, alors, valeur absolue de x tend vers quoi? Valeur absolue de f de x on va donner, vas-y, on va donner aussi tout simplement, non? Voilà, on va donner aussi plus l'infini. Donc ici, on remplace par la valeur absolue. Donc ici, on va avoir la limite de 1 plus 2x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Donc c'est comme si celui-là, c'est moins l'infini, non? C'est comme si on prenait ce nombre négatif là et mettre dans la valeur absolue. Et quand on met dans la valeur absolue, forcément, ça va donner un nombre positif, puisque quand tu es dans la valeur absolue que tu sors, il devient positif forcément. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, dans cette partie, donc, des limites et ordres, nous allons donc aborder l'aspect de comparaison en lien avec les limites de deux fonctions. Donc, lorsque j'ai une fonction f, par exemple, qui est inférieure à une fonction g, alors, et que la limite de L me donne 2. La limite de G va donner combien? Ça sera forcément inférieur, non? Donc, voici un peu l'ordre de la comparaison. Donc ici, donc je prends, lorsque j'ai une fonction f qui est inférieure à une fonction G, et que la limite de la fonction L me donne 3. Hein? À quel nombre peut-on nous attendre à la limite de G? Et ça va être un nombre inférieur à G ou bien un nombre supérieur à G, puisque l'ordre est clair. Donc l'ordre dit que f est inférieur à G. Et si f est inférieur à G, alors la limite de f, si la limite de f égale à 3, alors ça veut dire que la limite de G va être plus que 3. C'est ça? Voilà, donc c'est les aspects qu'on va aborder ici, puis les encadrements. Donc pour aboutir au théorème de gendarme. Nous avons 5 propriétés sur lesquelles on va discuter. Donc, tenez-vous bien parce que, bon, comme je vous l'ai dit, demain on va faire un récap sur ce qu'on a vu, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, notamment on peut faire un récap dessus de 1 heure de temps. Alors, on a 3 fonctions, U, V et W, et nous avons les réels, L et L prime, qui vont définir dans nos différentes limites, avec A qui est la borne, qui peut être un nombre réel, tout comme qui peut être un infini, positif ou négatif. Donc, la situation première, si nous avons une fonction U qui est inférieure à une fonction V, et que la limite de U, lorsque x tend vers A, est égale à L, alors, et que la limite de V aussi nous donne un nombre réel ici. Donc, vous voyez que la limite de U et la limite de V là, ça fait L et L'. Donc, L et L'. Donc, si nous comparons ces deux limites, ces deux limites nous montrent que la limite de U va être inférieure à la limite de L. Ou bien, ça peut être égal à la limite de L, mais pas dépasser ça, pas dépasser la limite de L. Parce que la fonction elle-même est inférieure à V, naturellement. Donc, deuxième situation. Dans la deuxième situation, lorsque U et V, donc, sont deux fonctions et que U est inférieur à V, la limite de V nous donne moins l'infini. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre à la limite de quoi? De U. Puisque si on dit que U est inférieur à V, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V est supérieur à U, non? Donc, ça veut dire que V est supérieur à U. Et la limite de V me donne moins l'infini. Est-ce que la limite de U peut être supérieure à la limite de V? Donc, en fait, c'est ça. Ok? Donc, c'est une question d'équité. Donc, la limite de V, si elle est inférieure à moins l'infini, alors, naturellement, ça va conduire dans la limite
de I aussi à tendre vers l'infini, d'autant plus que I est inférieur à V. Donc, troisième situation, I et V, deux fonctions toujours avec U inférieur à V. Si la limite de U est supérieure à la limite de V, donc vous voyez, le plus petit là a plus l'infini. U est inférieur à V. Donc, U est plus petit que V. Et on se rend compte que le U là, il a, bon, prenons en termes de bonbons. Supposons que le U a plus de bonbons et a beaucoup, bon, a 10 bonbons. Si le U a 10 bonbons, est-ce que lui, c'est bonbons avec des bonbons de V? Donc, ça ne peut pas. Donc, ça veut dire que si U tend vers plus infini, forcément, V aussi va tendre vers plus infini. Peut-être qu'il y a l'infini qui est plus grand même que, voilà, quoi, puisque ce n'est pas défini. Ensuite, donc, quatrième situation, on va parler ensuite de U moins L qui est inférieur à V. Donc, dans tous les cas, si la limite de la fonction V est égale à 0 lorsque x tend vers A, donc on connaît A, on connaît V, donc c'est le nombre réel, et V c'est la fonction. Donc si la limite de V tend vers 0, donc ça veut dire qu'il va rester quoi? Il va rester U moins L égale à U moins L égale à 0, non? Donc U moins L égale à 0, et on va tirer le U. Donc si on tire le U, ça va donner L. Donc il y a des exemples on va toucher du doigt pour voir clairement ce que ça peut donner. Donc dernièrement, alors toujours maintenant ici on a les trois fonctions avec U qui est compris entre V et W. Donc V est plus petit que W, donc aussi plus petit que U. Alors pour avoir la limite, on dit que la limite de V égale à la limite de W qui est égale à L. Donc la limite du plus petit et du plus grand sont les mêmes. Vous voyez, le plus petit, sa limite c'est L. Le plus grand, sa limite c'est L. Donc vous le voyez, le plus petit c'est pas V. Puisqu'on dit que V est inférieur à U. Et U aussi est inférieur à W. Donc le plus petit c'est V. Et le plus grand c'est W. Donc si la limite du plus petit et du plus grand donne la même chose, donc c'est pas celui qui oublie qui va se soustraire de ça. Donc lui qui est entre les deux là, va se soustraire. Donc sa limite là va être ici égale à M. Et voici un peu les termes des encadrements. C'est ça qu'on appelle comment? Termes de quoi? Voilà. Bon. Il faut que tu sois un gendarme. Donc ça, c'est le terme de gendarme pour encore le terme de l'encadrement, tout ce que vous voulez, comparaison, si c'est la comparaison de ce qu'on fait avec les fonctions. Donc, c'est une petite application, on va voir. Donc, exemple. Donc, on va noter ça. Le dernier, ok, ce résultat est appelé, si vous voulez, pas ajouter. Ce résultat est connu sous le nom du théorème des gendarmes. Gendarme. C'est qui gendarme? C'est des gendarmes. Donc, c'est le gendarme. Exemple. Calculons la limite. Lorsque x avait plus infini. Donc voici la limite qu'on a calculée. La dernière fois on a fait. Donc la dernière fois on a prouvé la formule que c'est, on a dit que c'est une formule idéale. Voilà. Et on va travailler à démontrer maintenant, au fur et à mesure. Donc maintenant ici, on met la limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers plus infini. Qu'est-ce que nous allons poser? Nous ne savons pas, mais on sait quand même que le sinus là est compris en combien et combien déjà? Hein? Moi je ne me rappelle pas. Sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Donc vous voyez que cette fonction aussi, on peut la décomposer. Sinus de x sur x là, on peut la décomposer en faisant sinus de x sur et sinus de x multiplié par s sur x. Donc on peut la décomposer comme ça très bien. Donc, si vous voulez, sinus de x
sur x est aussi égal à sinus de x multiplié par 1 sur x. D'accord? Bien. Donc, si tout le monde est d'accord, on peut aller. On sait aussi que pour tout x élément de R, on a moins 1 inférieur ou égal à. Donc, pour tout x élément de R et pour tout x supérieur à 0, et pour tout x supérieur à 0, on va poser plusieurs formules pour pouvoir donner le signe de 1 de 1 sur x aussi. On a deux éventualités. Moins 1 inférieur ou égal à sinus de x inférieur ou égal à 1. Et aussi, on a 1 sur x qui est supérieur à 0. Donc, on a trouvé le garde-fou ici pour pouvoir écrire ceci. Donc, vous voyez que on a posé que 1 sur x est positif. Donc, si on pose que 1 sur x est positif, alors on peut modifier maintenant. Qu'est-ce qu'on va chercher? On a sinus de x. On va chercher un encadrement de sinus de x. Puisque, visiblement, je ne peux pas calculer la limite de sinus de x sur x directement comme ça lorsque x s'avère pour cette limite. Donc, ce que je vais faire là, je vais juste chercher à encadrer la valeur de sinus de x sur x. Maintenant, étant donné qu'il y a déjà sinus de x, qu'est-ce qui manque ici pour que je puisse retrouver la forme de sinus de x sur x? Hein? Divisé par x, c'est ça, non? Voilà, lorsqu'on divise par x. Maintenant, je sais que c'est ça qui manque alors. Oui, c'est 1 sur x qui manque. Donc, comme c'est 1 sur x qui manque, c'est un produit. Je fais quoi? Je vais multiplier seulement sinus de x. Alors que quand je multiplie, j'ai posé que 1 sur x est un nombre positif, c'est ça? Et si je pose que 1 sur x est un nombre positif, donc si je multiplie par sinus de x, l'ordre va changer. Ou bien, parce que si 1 sur x est inférieur à 0, ça change l'ordre. Puisqu'on a dit depuis les passes antérieures que lorsqu'on multiplie une inégalité par un nombre négatif, l'ordre change. Donc ici, comme le nombre n'est pas négatif, donc l'ordre reste inchangé. Donc, ça veut dire que j'aurai, donc à l'intérieur ici, je multiplie de x par 1 sur x. Donc, ce que j'ai fait à l'intérieur de l'inégalité, je fais la même chose à gauche et à droite. Donc, je veux ici 1 fois 1 sur x. Et là, j'ai moins 1 fois 1 sur x. Donc, moins 1 fois 1 sur x, ça reste sur moins 1 sur x inférieur ou égal à. Donc, cette formule-là, vous voyez, je l'avais posé que c'est égal à sinus de x sur x. Donc, pas de souci. Je peux donc réécrire sinus de x sur x inférieur ou égal à 1 sur x. Donc, j'ai un encadrement de sinus de x sur x. Mais si j'ai l'encadrement de sinus de x sur x, pour connaître sa limite, c'est facile. Il faut que je trouve, il suffit seulement de trouver la limite du membre de gauche et du membre de droite ici. Donc, les deux extrémités. Donc, le défaut et l'excès. Donc, je vais chercher la limite de 1 sur x. Donc, limite de moins 1 sur x. Donc, c'est x envers combien? Donc, c'est x envers plus l'infini. C'est ça? Donc, lorsque x envers plus l'infini, ça donne 0. Et la limite de 1 sur x, lorsque x envers plus l'infini, ça donne 0. Donc, vous voyez, les deux limites sont les mêmes. Donc, c'est ce qu'on avait dit ici. Donc, lorsque la limite de u est égale à la limite de v, lorsque la limite de v est égale à la limite de w, alors on pourra dire que la limite de i, elle aussi, va être égale à la même limite que v et w. Donc, du coup, on va dire quoi? On va dire que limite de sinus de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, on va dire que c'est donc, on va ajouter d'après, c'est ça non? D'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, la limite de sinus de x sur x, quand c'est x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, cette partie est terminée. C'est bon? Donc, on va faire ça rapidement. On va la faire de l'heure. Donc, on est pas ici, d'accord? Donc, on commence.
Premièrement, on a la limite de 3x au carré moins 2x plus 10. Lorsque x tend vers plus l'infini, là-bas, est-ce qu'on réfléchit? Ça fait une limite de 3x au carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne non? Plus l'infini. Donc, c'est terminé. Deuxièmement, donc vous allez prendre encore ici la limite de moins 4x au cube plus 5x moins 2. Mais il faut faire attention au signe pour ne pas se tromper. Ça donne une limite de, rapidement, moins 4x au cube lorsque x tend vers moins l'infini, ça donne quoi? Plus l'infini, très bien. Troisièmement, la limite de 3x au carré plus 4 sur x au carré plus x plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne rapidement la limite de quoi? 3x carré sur x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne non? Ça donne 3. Combien? Tout ça va simplifier? Ok. Bon, je ne peux pas encadrer parce que l'espace. Donc, quatrièmement, on a la limite de 8x moins 8x plus 1 sur 4x plus 16. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne une limite de moins 8x sur, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Ça fait moins 2. Moins 2, c'est terminé. Ensuite, cinquièmement, j'ai la limite x au carré moins x moins 2. X moins 2. Lorsque x tend vers 2. Ici, je fais quoi? Je remplace x par avec ça. Comme je vais l'image. Donc, allons. Alors, on multiplie par. Ça va donner x carré moins x moins 2 multiplié par 1 sur x moins 2. Je n'ai pas compris. Si on remplace x par sa valeur, le dénominateur va donner 0. Si on remplace x par sa valeur, le dénominateur va donner 0. Et ça, c'est pas bon. Ok, donc. Ça va donner x carré moins x moins 2 multiplié par 1 sur x moins 2. Donc, regarde. Si on y va, très bien. Ce que tu as dit, c'est pas faux. Mais regarde. Quand tu vas aller comme ça, on ne passe pas sa valeur. Ça va combien ici? 2 au carré, ça va combien? 4. C'est 4. Moins 2. Moins 2 sur 2 moins 2. Donc, ça fait moins 4. 4 moins 4, ça fait 0 sur 0 qu'on va appeler NI. Donc, parle, Maïmouna. Tu disais quoi? Je disais qu'on pouvait faire aussi x au carré. X au carré. Moins x moins 2 multiplié par 1 sur x moins 2. Pardon, comment ça? X au carré. Moins 2. Et moins x. Moins x. Moins 2. Moins 2. Multiplié par 8. Multiplié par 1 1. sur x moins 2. Comme ça. Donc, il faut qu'il mette la parenthèse. Ok, très bien. Donc là, ça va donner quoi? Ça va donner 0. Hein? Ça va donner 0. Limite quand x tend vers 2 de ça, ça va donner 0. Ça va donner 0. Quand on remplace 2 par sa valeur, ça va donner 0. Et l'autre côté, ça va donner 1 sur 0, ça donne 0 aussi. Donc on comprend que limite quand x tend vers x carré moins x moins 2, x moins 2 égale à 0. 0, 0. 0. 1 sur 0, c'est pas bon. Attends. Tu as 2 moins 2. Ça fait 0. 1 sur 0, c'est f. Alors, 1 sur 0, c'est quoi? C'est pas FI. Quand tu tapes 1 sur, tu tapes 1 sur 0 dans ta machine, ça écrit quoi? Et En anglais? Donc, ça fait error. Ok? Donc, tu ne pourras pas passer par cette méthode-là. C'est pas de penser à ça, c'est intelligent. Parce que, mais quand tu fais, il faut faire attention. Lorsque tu vas remplacer là, il faut essayer de vérifier, voir si tu n'as pas trouvé. Si tu ne vas pas trouver, il faut intervenir encore. Parce que c'est ça le problème. Lorsque tu remplaces 2 ici, tu vas avoir 2 moins 2, c'est 0. Ok? Et là, c'est pas bon. Donc, on a dit que lorsqu'on a une forme indéterminée, on pense à quoi? À la factorisation, ou bien à la l'expression conjuguée, ou encore, etc. Il y a beaucoup de méthodes. Hein. Il y a la règle de la théorème de l'hospital, on peut faire tout ça. L'hospital.
Ça ne peut pas. Ça vous dépasse pas. Non, mais c'est des simples dérivés selon qu'on fait. Mais c'est pas grave, on en est pas là. Ok, donc, là c'est lorsque tu veux une fonction rationnelle, le numérateur et le dénominateur, on développe comment on appelle ça, on dérive le numérateur et on dérive le dénominateur. Donc, c'est comme si, ben bon, comme on n'a pas repris le dérivé, donc c'est comme si tu avais une fonction f de x, sujet de x, avant la limite, tu vas faire f' de x qui a la dérivée, et g' de x. Bon, c'est vrai que les deux sont pas sont pas égales, mais quand même, ça veut dire que la limite de f de x sur g de x est égale à la limite de f de x sur g de x. Donc, voici le méthode qu'on peut appliquer. C'est la première de la suite. Maintenant, ce que l'on va expliquer ici rapidement, on a parlé de la factorisation. Donc, c'était la première éventualité qu'on a posée. Donc, effectivement, quand ça vient, vous pensez à ça rapidement. Donc, vous voyez qu'on a x au carré moins 2 et moins x moins 2. Ça vous fait. Comment on peut factoriser ça? C'est un tri. Oui, on peut factoriser ça, non? X carré. X au carré moins 2 et alors x au carré moins x moins 2. On peut factoriser. Angela, on peut factoriser ça. Comment Yann? On peut factoriser, non? X au carré moins 2, moins x moins 2, c'est quoi? C'est quelle application ça? Hein? C'est quelle expression? L'expression x au carré moins x moins 2. C'est un quoi? Oui. X au carré moins x moins 2. C'est un trinôme? Combien? C'est pas un trinôme, non? Comment on factorise le trinôme? Delta? Combien? Donc, pour factoriser ça rapidement, on peut s'appeler delta, non? Donc, si on pose delta, on va trouver la forme factorisée. Donc, plus delta est supérieur à 0, c'est bon? Donc, factorisons. Tout le monde suit, non? Factorisons x au carré, moins x moins 2. Donc, en appliquant delta, quel est égal à quoi? B carré moins 4 AC. Donc, delta égale ici. B, ça fait combien? Moins 1. Hein? Attention, moins 4 fois A, ça fait 1 fois moins 2. Donc, vous voyez, ici, ça fait 1. Moins fois moins, ça fait plus. Ça fait 4 fois 1, 4 fois 2, 8. Donc, ça fait 9 delta. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir deux racines éventuelles. Ça fait x1, x2, c'est ça? Donc, si vous avez x1, x2, donc rapidement, j'ai x1 qui peut être égal à moins b moins super à x2. Sur 2, donc, premièrement, ici, b ça fait combien? Moins 1, c'est ça, ça fait plus ça? Moins 3 sur 2 fois 1, ça fait 2. Donc, ça me donne non? Moins 2 sur 2 égale à moins 1. Donc là, ça fait, je ne réfléchis plus, je fais le contraire seulement, je fais l'expression conjuguée. 1 plus 3 sur 2, 4 demi, ça fait 2. Donc x1 égale à moins 1, x2 égale à 2. Donc, quelle va être la forme factorisée du polynôme là? Du trinôme. Donc, on va dire P de x, la forme factorisée du trinôme. Lorsque on arrive à trouver x1, x2, ça donne quoi? Ça fait A facteur de x, moins x1 facteur de x moins x2. Pas oublier le A, hein? Parce que ce n'est pas à chaque fois que le A est égal à 1. Ok? Ce n'est pas à chaque fois que le A est égal à 1. Si le A est égal à 1, tu fais quoi? Tu le mets. Voilà. Donc A égale à 1 ici, c'est ça? Donc si A égale à 1, alors ça veut dire que P de x égale à x plus 1, très bien, parce que x1 est égal à moins 1. Donc moins 1 fois moins 1 et fois moins, ça fait plus facteur de x plus x moins x moins 2. Donc voici la forme factorisée de x carré moins x moins 2. Donc on va remplacer par sa valeur, c'est ça? Donc si on passe par sa valeur, on va avoir la limite de numérateur, ça fait x plus 1 facteur de x moins 2 de tout sur x moins 2. X moins 1, x moins 2 en haut, x moins 2 en bas. Parce que x avait 2. Donc ça me donne la limite de
de x plus 1 lorsque x tend vers 2. Donc ça fait quoi? 3. Ça fait 3. Donc, ça c'est terminé. C'est une seule. Hein? C'est bon. C'est quoi? Ah, non, c'est l'extra. Tu as compris? C'est bon. Ok. Tu vas aller. Maintenant, tu veux dire quelque chose? Non, non. Et voilà. D'accord. Donc, on a fini ça. L'autre là maintenant. 6. Les 6 là, on dit quoi? 8. Carré de fraction. X carré plus 2x moins 3. X carré Plus 2x moins 3. plus 2x moins. Sur 2x carré moins 3x. 2x carré Moins 3x. Moins 1. moins 1. Donc, c'est x tend vers. Donc, c'est x tend vers 1. On va remplacer 1 pour voir ce que ça devient, d'accord? Donc, on passe pour voir. Ici, on aura 1 au carré, ça fait 1. C'est ça? Plus 2. Moins 3. Ça fait ici 2. Moins 3. Moins 1. Au niveau de ça fait 0. Au niveau de ça fait. Ça fait 0 au niveau de. Ah, mais est-ce que 0 sur moins 2, c'est. Moins 0 sur 2. Hein? Moins 0 sur 2. C'est la même chose. La même chose? Oui, c'est bon, c'est la même chose. Mais ça, c'est FI, ça, c'est pas FI. Ça va être C'est 0. Si la machine ne donne pas F, mais c'est ça, mais je pense pas que ce soit comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas. Ici, là, il n'y a pas quelque chose de bizarre? Et ça soit plus 1. C'est trop facile. C'est plus 1. C'est moins 1. Donc, non. Ok. Donc, c'est pas moins 3, mais au moins x. Et là, ça change de choses, non? Ça change. Donc, vous trouvez, en ce moment, on va voir ici 2 moins 1. Ah, c'est ça. Moins 1. Moins 1, ça fait 0. FI. C'est bon? Donc c'est FI que qu'on fait là. On va faire la même chose, non? D'accord? Donc vous allez essayer ça, on va voir. Pas maintenant, mais demain je vais vérifier ça. D'accord? Hein? On va faire ça, on va voir ce que je fais. Pardon? C'est des polynômes, non? Attention, il faut faire attention, hein? Il faut que ce soit un trinôme. Ou bien, c'est un trinôme, non? Oui. C'est des trinômes, non? Voilà, il faut s'assurer que ce soit comme ça. Donc, comme c'est des trinômes, on peut le faire, même si c'est un polynôme aussi, vous pouvez le faire effectivement. Donc, en posant delta. Donc, le trinôme se distingue du polynôme par le degré. C'est ça? Le degré du trinôme, c'est le carré. Donc, avec ça, vous pouvez faire pour dériver.